Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de moi. Le titre c'est Biographie. Comment j'ai fait pour faire fortune de plusieurs dizaines de millions d'euros avec de bons revenus qui viennent derrière grâce à l'immobilier. Vous allez découvrir comment, sans le moindre capital, et sans connaissance dans l'investissement ni dans l'immobilier d'ailleurs, je suis devenu rentier, puis quelqu'un assez important dans l'immobilier. Grâce, à une ligne de conduite à laquelle je n'ai jamais dérogé et à mes propres méthodes que j'ai développées au fil des années et que j'utilise toujours aujourd'hui. Je suis devenu investisseur immobilier privé et reconnu, tout en commençant relativement tard, à 33 ans. Mon nom est Gilles Grimm, je suis né à Nancy, en Meurthe-et-Moselle, où j'ai passé mon enfance. Suite à une mutation de mon père qui était sapeur-pompier, j'ai passé mon adolescence à Saintes, en Charente-Maritime, où j'ai vécu de 12 ans à 18 ans. Je suis issu d'une famille de militaires et de policiers. N'étant pas du tout doué pour l'école, j'ai quitté l'enseignement public en première avec un 5 brevet d'études en poche. Et suis rentré à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris afin de faire mon service militaire obligatoire. Eh bien, ma foi, j'y suis resté en fait 15 ans. J'en ai fait mon métier. Après avoir fait 3 mois au centre d'instruction de Villeneuve-Saint-Georges, j'ai été affecté en compagnie opérationnelle où j'ai participé, donc, dans les premiers mois, à plus de 250 interventions, feu, fuite de gaz, malades, accidents, etc. Je travaillais entre 90 et 120 heures par semaine et j'ai eu la possibilité de passer un examen d'infirmier que j'ai réussi et, à l'issue, ai été muté aux ambulances de réanimation à Paris, le SAMU, où j'ai officié pendant 3 ans sur plus de 500 sorties, 500 interventions, où j'ai contribué à sauver, on peut le dire, des centaines de vies humaines. Au fur et à mesure des examens, des concours, j'ai été promu sous-officier, sergent, et j'ai continué ma carrière dans d'autres compagnies opérationnelles d'intervention, notamment dans le centre de Paris, aux Halles, au Forum des Halles. J'ai été ensuite muté en opérationnel à l'unité civile d'intervention, qui consistait donc à pouvoir même aller dans le monde entier pour intervenir sur des opérations spéciales. Et j'ai terminé à l'état-major des pompiers de Paris, à la cellule logement, où je m'occupais donc des baux d'entrée et des baux de sortie. Je travaillais donc beaucoup, près de 580 heures par mois. Est-ce que vous imaginez? La fatigue, après un mois de travail, c'est terrible. Mais je suis resté à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, car c'est un parcours que je ne regrette pas, car il m'a forgé et donné des compétences déterminantes pour ma carrière d'investisseur immobilier. J'y ai acquis toutes les qualités physiques et mentales qu'il fallait, la discipline, la rigueur, le dépassement de soi, la politesse, le respect, la promptitude, la ponctualité, la précision, la conviction. Ça m'a sans aucun doute forgé des qualités déterminantes dans cette aventure immobilière. Autant de qualités que j'ai développées pendant ma carrière et qui sont encore présentes aujourd'hui. J'ai un profond respect pour cette institution avec laquelle j'ai beaucoup appris. Malheureusement, je n'avais pas eu l'idée avant d'investir dans l'immobilier. J'étais la tête dans le guidon et je travaillais tous les jours sans faire attention. Pendant que j'étais à la brigade des pompiers de Paris, je manquais de culture, donc je m'en étais aperçu. Je passais tout mon temps de libre dans les musées, au centre Georges Pompidou, à lire, à apprendre des langues étrangères. Je suis même allé en faculté de droit. J'ai passé l'équivalence d'un diplôme d'ingénieur. Je dormais en moyenne 5 heures par nuit. Mon premier investissement a été fait en mai 89, à l'âge de 34 ans. J'ai investi dans l'immobilier et je l'ai fait en bon père de famille, malgré que j'étais seul, puisque je n'étais pas sûr des retraites qui seraient vraiment versées ou payées plus tard. Je me suis dit, il faut investir dans l'immobilier. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai une retraite dans le civil qui se monte à 162 € par mois. Comme vous voyez, j'ai bien fait d'investir dans l'immobilier. Avant de commencer, je me suis renseigné sur les prix de l'immobilier, le prix des locations et le prix des travaux, mais très légèrement, parce que j'y connaissais rien. Moi, au départ, je voulais juste acheter en fait ma résidence principale et puis un petit studio locatif, pourquoi pas.
J'avais à ce moment-là simplement des économies équivalentes à 5 000 à 6 000 euros par mois, un petit support d'épargne, un PEA, un Codévie, un PEL, bref, la situation de monsieur tout le monde, mais très très peu dessus. À l'époque, j'ai beaucoup réfléchi et ne voulant plus rester dans les pompiers et avoir une nouvelle aventure, je suis reparti avec une retraite de 650 euros par mois, qui me permettait juste de payer un loyer et encore, mais qui ne me permettait pas de vivre, quoi. Donc après plusieurs jours de réflexion, je me suis dit, c'est l'opportunité de commencer une nouvelle aventure. J'ai donc envisagé l'immobilier pour me constituer un revenu, quoi, complémentaire. Je suis donc allé consulter les agences immobilières pendant mes jours de repos. J'avais fait donc, comme je vous l'ai dit, une petite étude de marché, mais bon, qui ne me donnait pas grand-chose, juste une visibilité. Mais j'avais compris qu'il fallait investir à la hauteur de mes moyens, c'est-à-dire entre 12 et 15 mètres carrés dans Paris, le moins cher possible. Et donc, le but était de prospecter à un certain moment pour trouver des lots vraiment qui étaient achetables par moi, quoi, avec un prêt derrière. Donc, je suis allé consulter des banques pour leur proposer, et en expliquant mon projet, et ceux-ci m'ont fait comprendre qu'il y avait des possibilités, en me disant, si votre dossier tient la route, présentez-le nous. À l'époque, les banques ne faisaient pas de scoring, c'était le directeur d'agence qui décidait. Il y avait beaucoup plus une relation humaine qu'aujourd'hui, bien qu'elle existe toujours. Mais dans mon cas, il fallait juste comprendre les règles. La majorité des banques m'ont dit qu'elles pouvaient me prêter jusqu'à 110% avec les frais de notaire inclus. Dans cette situation-là, je vous assure que je n'ai pas dormi pendant plusieurs nuits. Je réfléchissais tout le temps, que faire, comment faire. Et j'ai constaté qu'il était possible d'avoir des locataires qui pouvaient payer plus que le remboursement bancaire. Donc, partir de ce moment-là, c'était le déclic. Il me fallait donc trouver un boulot rapidement pour avoir une fiche de salaire et faire ce qu'on appelle une période de reconversion. J'ai donc commencé à chercher pour acheter un appartement pour me loger. Et là, j'ai un agent immobilier qui m'a présenté un appartement rue Saint-Charles qui avait 2 portes sur le palier. Quand j'ai fait faire un devis travaux, le responsable de l'entreprise m'a dit « Mais pourquoi vous ne le coupez pas en deux? On a 2 portes, on en fait 15 mètres carrés, ce serait peut-être mieux. » J'ai dit « Ok, pourquoi pas, c'est possible, mais les travaux vont être trop chers. Donc, je ne pourrai pas assurer le paiement. Et je ne suis pas sûr d'avoir le prêt, etc. Moi, ce que je vous propose, vous m'employez gratuitement, je travaille pour vous pendant 1 ou 2 mois, je vous aide et vous m'apprenez également le boulot. J'y connais rien du tout, j'avais jamais fait de peinture de ma vie, jamais de plâtre, jamais vu une soudure et connaissais aucune réglementation sur les travaux, quoi. Donc, et là, il m'a dit oui, d'accord, je suis OK. Donc, j'ai préparé un dossier de prêt pour ma banque qui a été accepté en 1 semaine. Mais, ce qui s'est passé, c'est que dans le même temps, j'ai un autre agent immobilier qui m'a téléphoné en me présentant un autre appartement avec une cave de 26 mètres carrés et un appartement de 26 mètres carrés dans le 20e arrondissement à Gambetta. Et ça, cet endroit m'a beaucoup plu, je n'avais pas d'appartement pour me loger moi-même et donc avoir un appartement quelque part de 52 mètres carrés. J'avais une cave de 26 mètres carrés, mais je pouvais entièrement l'aménager, faire quelque chose de très sympa pour y vivre. J'ai signé et je suis allé à la banque déposer mon dossier et la banque a accepté les 2 prêts. C'est là que je me suis aperçu que mes 2 loyers qui allaient être faits après les travaux payaient les 2 prêts. Donc j'avais une résidence principale gratuite. Donc on a commencé les travaux rue Saint-Charles et là j'ai tout appris. En fait, en 2 mois, j'ai appris à faire de l'enduit, à faire du plâtre, à mettre du silicone, à faire du carrelage avec l'été, à faire même des soudures, à faire de l'électricité, à faire un va-et-vient. Résultat, je me suis retrouvé avec ma résidence principale et mes 2 studios en location qui couvraient entièrement les 2 crédits que j'avais contactés. Je me logeais donc gratuitement et en plus, ces loyers généraient un tout petit revenu
en plus de ma retraite. Ça a fait un déclic immédiat. Une semaine après, je courais dans tout Paris, dans toutes les agences. Et donc, je courais également pour avoir un engagement auprès d'une société en CDI, pour avoir un revenu et pouvoir acheter encore plus. Car j'avais un revenu pour acheter avant, j'avais le revenu des sapeurs-pompiers. C'était dans la période de reconversion dans laquelle on est payé plein pot et il n'est pas marqué qu'on est en retraite encore. Donc c'est pour ça que la banque m'avait prêté. Donc c'est là où commence l'aventure, en fait, immobilière. Je m'étais dit, si j'ai 5-6 appartements, ça me fera 3 000 € par mois. L'équivalent, c'est merveilleux pour moi, ça me suffit. Je gagnais 650 € de retraite. Vous imaginez, 3 000, c'est 5 fois plus. Donc j'ai fait toutes les agences immobilières du secteur et j'ai commencé à prospecter en permanence. Et là, quand je dis prospecter, c'est vraiment tous les matins sans exception. Là encore, la brigade des sapeurs-pompiers de Paris m'a aidé à tout structurer. Avoir de la discipline, se lever tôt, une rigueur, prospection, aller rencontrer les banques, passer les coups de fil, aller jusqu'au bout des choses. Quand j'ai commencé dans l'investissement immobilier, comme je vous l'ai dit, mon but était d'avoir à peu près 6 appartements. Ensuite, j'ai eu la tête dans le guidon et l'évolution s'est produite sans que je m'en rende compte, 6, 7, 8, 9, 10. Mais entre-temps, il fallait trouver un métier, donc j'ai été embauché comme directeur technique de sécurité, avec un diplôme d'ingénieur que j'avais avant, de la Grande Arche de la Défense, qui était l'établissement le plus dynamique à l'époque. Mon travail consistait à assurer la sécurité des visiteurs de l'immeuble, des événements, et notamment de la sécurité du sommet européen des 7 nations industrialisées, des cocktails organisés par les différentes institutions, etc. Avec un très bon salaire, aujourd'hui, à ce moment-là, je pouvais commencer à investir et donc à présenter des dossiers sérieux. Ça m'a permis d'être un petit peu plus serein et de commencer. Je manquais cruellement de temps, je n'avais pas le temps de trop prospecter et donc il a fallu que j'organise mon temps. C'est ce que j'ai fait et j'ai optimisé totalement tous mes moments de libre afin de pouvoir être à mes différents rendez-vous bancaires, à mes différents rendez-vous de visite, etc. Et ça a fonctionné gentiment jusqu'au jour où je me suis aperçu que j'avais un gros problème. Je manquais cruellement de temps. Je n'avais pas le temps d'investir. Ce nouveau métier me demandait un travail énorme, beaucoup de responsabilités. Tous les matins très tôt, j'étais déjà sur mon lieu de travail. Des réceptions étaient organisées tous les jours. J'avais l'obligation d'assister à tous les cocktails. Ce n'était pas un travail fatigant, mais qui demandait beaucoup de temps et qui m'empêchait d'avancer. J'ai donc décidé de changer de métier et quelques mois plus tard, je devenais gardien de parking à Levallois, divisant par 3 mon salaire, mais multipliant par 10 mon temps de libre. Ce changement m'a permis de construire mon patrimoine. J'ai pu aller voir les agences, les administrateurs de biens, les marchands de biens, les syndics d'immeubles, etc. Je pouvais désormais jeter un œil quotidiennement à tous les journaux, le Figaro, le Parisien, le PAP, le Pro Appart, etc. Et le téléphone portable n'existait pas à l'époque, donc il fallait foncer sur son répondeur. C'était compliqué, il fallait aller voir les agents immobiliers, il fallait trouver des solutions de rémunération supplémentaires pour eux, de façon qu'ils me proposent en premier les biens qu'ils avaient. Donc j'ai mis au point toute une structure que j'ai initiée, que j'ai réglementée rien que pour moi, et qui a bien fonctionné. Quelle a donc été ma méthode ? En 1991, mon objectif était atteint, j'avais déjà 6 ou 7 appartements. Simplement en 2 ans, vous voyez, c'est pas grand-chose. Et là, j'ai continué, et tout doucement, je suis monté de 10 à 15, à 20, à 30, à 100, et encore plus, tout en restant toujours dans le même système. Petit studio dans Paris. Et donc, j'ai amélioré cette méthode à tous les niveaux. J'ai donc commencé à avoir des difficultés financières et là je me suis dit, il faut faire un pas en arrière pour en faire 3 en avant. J'ai donc été voir les banques, j'ai fait un regroupement de crédit complet et suis passé en in fine sur la totalité de mes emprunts, plus après les 10 ans d'in fine, 15 ans d'amortissable.
tout s'autofinançait. Je passais, par exemple, de 40 000 € de loyer pour 35 000 € d'emprunt à 40 000 € de loyer pour 18 000 € d'emprunt. J'avais déjà gagné. Car j'avais un différentiel tellement énorme que j'avais la sécurité devant moi, je pouvais continuer d'investir, je pouvais même arrêter pour prendre quelques vacances. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. J'ai arrêté pendant 2 ans et me suis calmé et reposé tout en mettant au point mes différentes techniques pour plus tard quand je rattaquerai. Du coup, avec la hausse des loyers, les biens s'autofinançaient plus que largement. J'ai donc pu réemprunter ensuite et acheter plus de 80 appartements, que je loue toujours d'ailleurs, aujourd'hui en location nue. Je n'ai jamais voulu louer en courte durée parce que je préférais signer des baux longs pour avoir l'esprit tranquille, partir un peu en vacances. Donc j'ai toujours acheté au saut du canon, et ce pendant la guerre du Golfe, notamment ce qui m'a permis de construire un véritable patrimoine immobilier. Personne n'achetait à l'époque, tout le monde était à moitié paralysé, il n'y a que moi qui étais sur le coup pratiquement. Donc je prospectais, je mettais en place mon système de travaux, mon système également d'immobilier type Gilles Grimm, dont je vais vous parler ensuite, et j'allais à la pêche et à la chasse aux prêts immobiliers. Souvent, j'ai fait le contraire de la négociation, car j'ai acheté plus cher. L'agent immobilier me réservait des biens pendant à peu près 10 jours, et en échange, je le rémunérais par un mandat de recherche qui était complètement déclaré. Ce qui m'a permis d'acquérir encore beaucoup plus de biens. Quel est le type de bien Gilles Grimm? Le type de bien Gilles Grimm, c'est un bien entre 12 et 20 mètres carrés, plutôt 18 d'ailleurs, à n'importe quel étage, totalement rénové. Salle d'eau carrelée de haut en bas, fenêtre double vitrage avec aération, porte blindée, cuisine entièrement équipée, placard, revêtement de sol solide, type linoléum ou façon parquet, aération horizontale et verticale. Bref, travaux pour qu'il n'y ait plus de problème pendant 10 ans minimum. Pour louer, je n'ai jamais pris de risque concernant les locataires. J'ai toujours systématiquement tout pris les dossiers locatifs qu'on me proposait et je les confiais à une assurance de type loyer impayé qui choisissait le locataire à ma place et donc je pouvais le mettre en place avec leur accord ensuite. Du coup, j'ai eu beaucoup moins de loyers impayés, entre 2%, 3% et pas plus, ce qui m'a permis donc d'avoir une régularité dans mes investissements. Les 2 plus grandes peurs que j'ai eues dans ma vie d'investisseur sont les suivantes. 1, c'est que le locataire ne paye pas son loyer et dégrade l'appartement, donc du coup. Et la deuxième, c'est l'attente de la réponse de la banque pour l'obtention du prêt immobilier. Le mythe des bonnes affaires à l'époque, je n'ai, comme je vous l'ai dit, jamais cherché à faire une bonne affaire, quoi. Comme tout le monde souhaite le faire. Je suis parti d'un constat à partir duquel j'ai construit une ligne de conduite. Pour moi, peu importe le prix que je paye pour un appartement, dans 15 ans, il sera payé. Et pas par moi, par le locataire. Je n'avais pas à sortir un seul euro de ma poche pendant toute la durée du prêt. Sur un cahier, comme il n'y avait pas Internet, je faisais ma comptabilité, entrée, sortie, taxes foncières, charges, etc. Et je pouvais vite me rendre compte des points positifs et négatifs qui se passaient au niveau des locations. Avec la comptabilité que je tenais à la main, je pouvais donc faire un bilan pour équilibrer et arbitrer en permanence mes biens. Souvent, naturellement, je vous rassure, j'achetais au juste prix, voire moins cher également. Car leçon numéro 2, lorsque vous aurez acquis un certain savoir-faire, vous devrez toujours suivre une ligne de conduite, car seule la régularité paye. Il faut présenter son dossier à plusieurs banques pour être sûr d'obtenir le prêt. À un moment donné, j'ai travaillé avec plus de 26 banques différentes. Puis j'ai décidé de regrouper, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tous mes crédits dans une seule banque. Ma méthode d'action, voici ma journée type pendant la matinée. Je commençais mes journées à 5h45, même heure qu'à la brigade des pompiers de Paris.
En métro, je me rendais à la librairie du Sentier, dans le 2e arrondissement à Paris, qui était la seule librairie à ouvrir, la première à Paris. J'achetais tous les jeudis, tous les journaux. Et j'allais au café où j'épluchais toutes les annonces avec un stabilo jaune, une paire de ciseaux, un carnet, un tube de colle et un stylo. À 7 h du matin, je commençais à téléphoner aux vendeurs. À l'époque, il n'y avait pas de portable, donc j'utilisais des jetons dans les cabines téléphoniques. Et comme je le répète, les téléphones portables n'existaient pas. Donc, c'était beaucoup plus compliqué. Je fixais un rendez-vous à 8 h, j'étais à la visite, en disant qu'à 9 h, je devais aller travailler. C'est pour ça que je visitais un peu plus tôt que tout le monde et j'arrivais donc à pouvoir avoir les rendez-vous. Quelle est la leçon à tirer de tout ça? La leçon, c'est qu'il ne faut pas attendre qu'un événement politique s'opère pour investir, par exemple. Personnellement, j'ai connu plusieurs changements de gouvernement et cela n'a jamais impacté sur mon évolution dans l'immobilier. Dans tous les cas, vous aurez tout de même payé vos biens et dans 15 ans, ce sera fini. Donc, à l'heure actuelle, les prêts sur 20 ans avec effet linéaire serait la stratégie que j'appliquerais si je repartais de zéro. Car plus long, je pourrais encore investir plus. J'ai toujours fonctionné avec 3 règles de base. Oui, 3. La première, le principal est de toujours avancer. Quand ça va moins bien, au lieu de courir, il faut marcher. La deuxième, le pas cher coûte très cher, et ce, pour les travaux. Et la troisième, il faut prendre le meilleur et l'améliorer. J'ai sans cesse amélioré mes dossiers de financement bancaire, par exemple, et j'avais comme autre règle de base qui était de prendre d'abord et de réfléchir ensuite pour les prêts qu'on me faisait. Ce fut encore une fois ma ligne de conduite apprise à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Cela peut paraître surprenant, mais je ne me suis jamais rendu compte de mon ascension, puisque pendant des années, j'ai eu la tête dans le guidon et je travaillais tout le temps. J'étais toujours occupé à présenter des dossiers à plusieurs banques, à être sûr, pour être sûr d'avoir le prêt. Du coup, comme je vous l'ai dit, j'avais beaucoup de banques. Je restais tout le temps dans les délégations de pouvoir de chaque banque, donc j'ai acheté petit à chaque fois et le moins cher possible, car tant que je restais dans les délégations, des mandats des directeurs de banque, je pouvais emprunter, quoi. Et donc je pouvais emprunter comme ça dans plusieurs banques, mais sans souci. J'ai ensuite affiné mon système en demandant des franchises totales de loyer pour avoir des trésoreries, en faisant des travaux avec des subventions ANA, en demandant des rallongements de prêts possibles pendant le prêt, voire une situation où je pouvais arrêter même de payer si j'avais un problème d'impayé pendant 1 an ou 2. J'ai même poussé le bouchon à faire admettre à des banques que si je vendais mon appartement et qu'il y avait un capital restant du prêt non utilisé, je pouvais l'utiliser pour moi pour un autre prêt ou même le donner à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire donner mon prêt immobilier au futur acheteur. Vous imaginez? Beaucoup plus facile de vendre. Et surtout, simple pour dormir. Moralité, tant que vous restez dans la délégation de mandat des directeurs de banque, vous pouvez emprunter dans plusieurs banques en même temps, et ce, sans souci. J'ai d'ailleurs mis au point tout un système de reprise des prêts bancaires par d'autres banques qui avaient accepté des prêts sur des appartements où il y avait plusieurs banques dessus, de façon à pouvoir investir encore plus. Du coup, quand j'avais la promesse de vente et le prêt accepté, j'allais voir le propriétaire en lui demandant donc si je souscrivais une assurance, si je pouvais commencer les travaux tout de suite. De cette manière-là, le jour même où j'étais propriétaire, le lendemain, je mettais mes locataires en place qui avaient déjà visité l'immeuble. Donc, il est évident que si je n'achetais pas l'appartement, il se retrouvait avec un appartement refait à neuf gratuitement, plus le dépôt de garantie, les 10% qu'il avait pour lui. Donc, j'avais une acceptation toujours, dans tous les cas de figure. Donc, comme je pouvais réaliser les travaux, je pouvais faire les visites pratiquement en même temps. J'avais mes dossiers locataires qui étaient prêts et le locataire qui était déjà prêt également pour rentrer dedans le lendemain, donc de l'achat de l'appartement. Donc le lendemain de la signature du contrat de vente, le locataire pouvait rentrer dans l'appartement et j'avais déjà 1 an de trésorerie assurée, étant donné que pratiquement dans tous les cas de figure, j'avais demandé à faire un différé de paiement. Il faut savoir que jusqu'à 50 appartements, j'ai tout fait moi-même. C'est-à-dire
j'allais à la librairie Tissot pour aller chercher les quittances de loyer, les baux de location, les états des lieux d'entrée, des lieux de sortie. Je faisais les visites moi-même. J'allais frapper aux portes le soir pour récupérer les loyers impayés. J'étais aux agences immobilières, le chéquier à la main, prêt à faire donc un chèque de réservation. Voilà, j'avais déjà préparé des offres d'achat pré-remplies. Il me suffisait juste de mettre l'adresse du bien et le nom du propriétaire et de signer, voyez-vous. C'était très simple. J'avais tout organisé de façon à que tout soit rapide. Je considérais donc ces activités pratiquement comme un métier, car j'avais besoin de ces revenus pour vivre. Certaines fois, j'ai eu des frictions avec des locataires qui ne payaient pas, avaient des retards. J'y allais moi-même, j'allais frapper aux portes pour demander mon dû. Quand mes revenus immobiliers ont dépassé du double mon salaire de gardien de parking, j'ai démissionné de ce poste. Je suis allé voir plusieurs gestionnaires, j'ai eu une expérience malheureuse et à ce moment-là, j'ai rencontré un ancien huissier de justice qui venait de vendre son étude et qui voulait prendre un chemin différent. Ça l'intéressait de travailler avec moi. Il avait déjà fait ce métier, choisir des locataires, etc., car dans son étude, il avait une société de gestion immobilière également. Donc, on a fait un bout de chemin, voir ce que ça donnait, et il a été performant. Aujourd'hui encore, il a reçu une partie de ma gestion locative. Je délègue donc, mais reste excessivement vigilant, car je surveille tous les comptes. Car c'est quand on est négligent que le problème survient. Il faut donc savoir faire un pas en arrière pour en faire 3 en avant. Aujourd'hui, je possède plusieurs centaines d'appartements en France, car j'ai diversifié les investissements, et on peut dire depuis une quinzaine d'années, je vis confortablement et lève le pied. Je passe la moitié de mon temps plus ou moins en vacances, en Amérique du Sud ou en Thaïlande, et je n'ai plus aucun souci à me faire financièrement. L'immobilier, comme vous le voyez, a été hyper positif pour moi, mais c'est avant tout une sorte de gros dossier technique. Lorsque vous êtes dans l'impasse, vous ne devez pas hésiter à vendre vos appartements. Il n'y a pas, en effet, il n'y a aucune place pour les sentiments. J'ai emprunté à des taux allant jusqu'à 8%. Si c'était à refaire à zéro, je vous garantis que je ferais au moins 3 fois mieux aujourd'hui avec mon expérience. Dès le premier bien, la sécurité serait assurée. Plus vous avez d'appartements et moins le risque est élevé. Ça, il faut bien vous en rappeler. Les impayés représentent entre 2 et 4% des biens à peu près. Il faut le savoir et il faut en prendre compte. Mais il y a une place pour tout le monde. Pour certains, ce sera 2, 3 appartements. Pour d'autres, ce sera plus 5, 10. Pour d'autres, ce seront des immeubles. Et je suis absolument persuadé que certains d'entre vous arriveront à reproduire mon parcours. Il faut y croire, c'est important. Ne baissez pas et ne baissez jamais les bras. Mes dernières opérations immobilières en cours ont été simples. J'ai acheté un plateau entier du dernier étage d'un immeuble dans le 20e, où il y avait des pigeons, c'est comme ça que je l'ai trouvé d'ailleurs sur le bord de fenêtre, et je l'ai réaménagé entièrement et restructuré pour faire une résidence principale, et j'ai un potentiel de bénéfice de 1 million d'euros sur cet appartement, 1 million d'euros net. Il ne faut pas non plus négliger sa résidence principale qui peut vous rapporter un cash flow positif et important. Concernant les retraites, moi je n'y ai jamais cru. J'ai cotisé, là on vient de m'envoyer ma retraite, 162,55 €, vous imaginez, c'est pas jouable, quoi, parce que j'étais commerçant, donc toute petite retraite. Je suis complètement persuadé que les retraites seront décotées et ne cesseront de reculer. Donc il est important de se constituer son propre capital retraite. Aujourd'hui, j'arbitre mon patrimoine immobilier et m'intéresse également aux placements financiers tout en gardant l'œil permanent sur l'immobilier. Maintenant, je vais vous parler des médias. Parce que vous savez tous que je suis passé à la télé dans plusieurs émissions. En 2002,
j'ai fait un premier reportage dans l'émission Capital qui a été diffusée sur M6, dans laquelle on me voit sur le terrain. À l'époque, j'étais directeur d'agence immobilière pour gérer mes propres biens. J'avais trouvé cette technique qui était hyper simple et j'étais propriétaire déjà de plusieurs immeubles. J'ai raconté donc mon histoire, comment j'étais devenu millionnaire grâce à l'investissement immobilier. Puis ensuite, ça a été France 2, dans le complément d'enquête, qui se sont déplacés à Bangkok où j'étais, afin de faire un reportage sur ma façon de vivre et d'investir. J'y ai raconté une partie des secrets de ma réussite et de mon ascension, mais je vous rassure, pas tout. Ceci en partant de rien. J'ai eu avant un article élogieux dans le magazine Mieux vivre votre argent, et je suis repassé dans l'émission Capital, dernièrement encore, dans laquelle il y avait Élise Franck. C'était un reportage assez sympathique, dans lequel il n'y avait pas eu d'accroche ni d'embûche, c'était très clair et très bien ficelé. Grâce à ces émissions TV, plusieurs personnes commençaient à s'intéresser à l'investissement immobilier, et ça a ouvert des lumières, on va dire. Et surtout à la méthode que j'avais utilisée pour réussir et devenir riche, quoi. En partant de zéro, parce que tout l'intérêt est là. J'ai fait des apparitions dans les journaux, à la télé. Dans mon cas, ma méthode, avec une mise de départ de rien du tout, a été excessivement intéressante pour des gens qui ont voulu me copier. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai été élu champion en toute catégorie dans l'immobilier. J'en reviens pas encore moi-même. Mais j'ai été élu également à titre d'exemple, quoi, quelque part. Et il y a beaucoup de gens, comme vous, aujourd'hui, qui ont suivi mon chemin et j'en suis vraiment content. Je suis passionné d'histoire, d'antiquité asiatique, napoléonienne, d'armes anciennes. J'ai 2 galeries d'art à Paris, j'y suis le samedi et dimanche, notamment Opus à Saint-Ouen. Je viens de créer une chaîne dédiée, une chaîne télé sur, sur YouTube dédiée à l'immobilier. Et aujourd'hui, je ne me suis jamais senti aussi bien et je n'ai plus trop besoin de fixer de nouveaux objectifs. Je suis content comme ça et surtout, je suis content de vous apporter et de vous aider, donc par mon expérience, à évoluer rapidement. Moi, ce que je vous propose, c'est de devenir rentier et millionnaire en moins de 10 ans. Votre motivation transformera votre expérience en positif. Vous devez apprendre à corriger et à en tirer la quintessence en permanence. Qui peut le plus, peut le moins. Votre réussite en dépendra. Vous devez apprendre à semer et cultiver sans cesse des liens avec vos interlocuteurs. Votre succès en dépendra. Motivation, confiance et action sont les 3 mamelles du succès. Avant de convaincre les autres, soyez convaincus vous-même, car petite rivière deviendra grande. Les petits succès seront les fondations d'un empire. N'écoutez pas les doutes des autres, n'entendez que vos convictions et suivez votre chemin, car le succès se trouve au bout.